bonjour. Du coup, moi, je vais vous présenter des résultats qui ne révolutionnent pas la face du monde, donc je vais essayer d'aller vite. Ça a été le travail de mémoire d'un interne qui est maintenant chef à Saint-Antoine, qui s'appelle Ambroise Le Pogam, qui a fait un travail très très méticuleux de recueil de données, donc je le remercie beaucoup. Effectivement, en gros, en 2017, avait écrit ce papier, on s'était rendu compte que environ 15% des patients avec un Erdheim-Chester avaient une hémopathie myéloïde associée, dans la moitié des cas une leucémie myélomonocytaire chronique. Ça n'avait pas été formellement identifié avant, c'était probablement un peu attendu en fait, parce que quand on a une maladie, quand on a une mutation de la moelle osseuse et une maladie hématologique, ça appelle à en avoir une deuxième, une troisième, une quatrième. Ça avait déjà été démontré dans les mastocytoses, puis dans toutes les hémopathies qu'on connaît, et ça a été également démontré donc, grâce à ce papier pour les histiocytoses, et notamment les histiocytoses de l'adulte et l'Erdheim-Chester. À cette époque, on ne faisait pas encore du NGS myéloïde à tout le monde, on n'avait pas encore beaucoup de données sur les mutations additionnelles, mais ça avait quand même été fait chez ces patients-là parce qu'ils avaient des hémopathies myéloïdes, et on s'était rendu compte qu'ils avaient des mutations additionnelles qu'on retrouve habituellement dans les néoplasmes myéloïdes, genre tête de NRAS, AXXL1 et un peu de JAK2. Et ça a amené à un deuxième travail que vous connaissez. Donc il y a 42% des patients qui ont un Erdheim-Chester avec un variant sur la voie des MAP kinases, qui ont également des mutations additionnelles. Ça peut s'appeler aussi hématopoïèse clonale. Dans des gènes qui régulent plein de fonctions. Donc il y a des gènes qui sont des régulateurs, qui codent pour des régulateurs d'épigénétique, d'autres voies de signalisation intracellulaire, des récepteurs, des régulateurs d'apoptose, plein de choses. Et il y avait eu ça également, c'était une petite alerte, où on avait eu quelques cas où on s'était posé la question, donc ça... c'est un patient qui avait une maladie d'Erdheim-Chester avec mutation BRAF V600E, qui est mis sous... ah merde, non, c'est pas le bon truc. Ouais, non, pardon, oublié. En gros, je me suis gouré de figure. En gros, c'était un patient qui avait un Erdheim qui avait été mis sous inhibiteur de BRAF, et il avait sorti... À 3 mois, il avait fait un infarctus de race avec des monocytes qui étaient passés de 400 à 2000, et on lui avait diagnostiqué une LMMC mutée de JAK2. Et on s'était demandé s'il n'y avait pas une activation paradoxale de la voie de JAK-STAT quand on mettait un inhibiteur de BRAF. Et quand cet inhibiteur avait été arrêté, les monocytes étaient complètement redescendus en dessous de 500. Donc il y avait cette histoire de plusieurs mutations sur des voies de signalisation différentes. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention quand on met un inhibiteur de kinase d'une voie spécifique? Donc nos objectifs, c'était de reprendre les patients qui avaient des hémopathies associées et avoir une plus grosse cohorte, des caractéristiques plus fines et sur des données moléculaires, et aussi évaluer la réponse au traitement et éventuellement l'évolution clonale des mutations additionnelles sous traitement. Vous verrez qu'on a quelques données préliminaires. Voilà, on a recueilli des Erdheim. En gros, du coup, sur 421 patients qui avaient un Erdheim ou une histiocytose mixte, donc avec une composante langaricienne associée, il y en avait 67 qui avaient une hémopathie myéloïde, dont la moitié des cas leucémie myélomonocytaire chronique. Un quart de syndrome myéloprolifératif, un quart de syndrome myélodysplasique. Chez les patients qui n'avaient pas de maladie hématologique associée, il y en avait 20% qui avaient des mutations additionnelles au NGS myéloïde. Donc en médecine interne, on aime bien faire des tests statistiques sur des petits échantillons rétrospectifs qui n'ont absolument jamais aucune valeur, même si on a des petits P qui arrivent sous le 0,05. Il y a juste un truc qui m'a fait tiquer les yeux, c'est les ganglions. C'est vraiment un truc qui n'est pas classique dans l'Erdheim-Chester, un peu plus dans l'histiocytose langaricienne.
Et c'est un truc qu'on peut voir notamment dans les LMMC et dans le LMMC tout court, parce que c'est une des seules hémopathies myéloïdes qui donne des ganglions. Donc s'il y a des ganglions dans un NERDIME, voilà, vous pouvez vous poser la question d'une hémopathie myéloïde associée. Ce qu'il faut retenir, c'est que les hémopathies myéloïdes, elles n'étaient pas graves. Il n'y avait que 2 cas sur 33 de leucémie myélomonocytaire qui étaient considérées comme prolifératives et elles avaient des scores pronostiques plutôt favorables. Et elles ont très rarement indiqué en elles-mêmes ces maladies d'indication à des traitements spécifiques. En gros, voilà, donc il n'y avait pas de différence en termes de mutation d'histiocytose. Je veux dire, il y avait autant de BRAF et de MAP2K, en gros, qu'on ait ou pas une hémopathie myéloïde, ça, il n'y avait pas de différence. Quand on regarde l'ensemble de la cohorte avec une néoplasie myéloïde, donc il y a des mutations additionnelles, on voit que c'est à peu près typiquement les mutations qu'on retrouve dans les LMMC, qui est la maladie myéloïde la plus mutée, avec TET2, ASXL1, SRSF2, CARAS. C'est à peu près la même chose chez les patients sans néoplasie myéloïde, avec une prévalence un peu plus élevée de DNMT3A, qui est le variant qui a probablement, enfin le variant myéloïde qui est dans les panels de NGS en tout cas, qui est probablement le moins impliqué en pathologie humaine, voire le moins pathogène, parce qu'il est très fréquemment trouvé en population générale. Et on avait quand même l'impression que chez un individu donné, il y avait plus de mutations quand on avait une néoplasie myéloïde que quand on n'en avait pas. Brièvement, la réponse au traitement, c'est pas mal. Donc, on a regardé les inhibiteurs de kinase et l'interféron, parce que je vous rappelle que c'est aussi un traitement historique des hémopathies myéloïdes, par le fait que ça bloque la différenciation des progéniteurs dans la moelle. Et pour la faire très courte, il y a une bien meilleure réponse, que ce soit au TEP scanner. On a essayé de faire aussi un critère combiné TEP-CRP quand on a une thérapie ciblée, quand on n'en a pas, donc pas de scoop. L'autre chose qu'on a regardé, c'est un peu grossièrement si la maladie hématologique évoluait sous traitement, à savoir si elle restait stable, si elle progressait, c'était s'il y avait une augmentation significative du nombre de blastes au myélogramme, où elle se transformait en leucémie aiguë, donc plus de 20% de blastes au myélo. Et globalement, il y avait une tendance à plus de transformation sous interféron, ce qui est quand même plutôt appréciable, parce qu'on traite de moins en moins les patients avec de l'interféron. La survie, regardez, en gros, quand on a un cancer, on vit moins bien que quand on n'en a pas. Ça, on était déjà au courant, donc une médiane de 76 quand il y a une néoplasie myéloïde versus 163 mois quand on n'en a pas. Alors, c'était pas simple. On avait pas mal de patients chez qui on avait fait du NGS myéloïde à un time point, puis après à un autre après, et on a essayé on a regardé on a pris du coup pour avoir le plus de malades possible tous les inhibiteurs de kinase ensemble, donc les anti-BRAF, les anti-MEK, et on a regardé plein de choses. S'il y avait une augmentation du nombre global de mutations, la réponse est plutôt oui. On passe de 68 à 99, la médiane entre deux NGS était de 22 mois. Et l'autre chose, c'est est-ce qu'il y avait une augmentation significative des charges allyliques sous traitement, parce qu'on se dit que si on joue avec une kinase qui a un rôle dans la signalisation intracellulaire, on peut jouer avec d'autres choses, et on avait l'impression que ça augmentait un peu pour certaines VAF, notamment NRAS. On est en train de récupérer beaucoup plus de données, notamment chez les patients qui n'ont pas d'hémopathie myéloïde. Ça sera l'objet d'un autre travail. Et donc je pense qu'on aura des données plus précises à présenter. Puis c'est pas inintéressant de dire que NRAS augmente, parce que comme vous le savez, les inhibiteurs de BRAF, ça induit une activation paradoxale de RAS. C'est par ce biais-là que ça induit des tumeurs cutanées épithéliales. Donc faire monter la charge allélique de RAS chez des patients à risque de faire une LMMC, voilà, ça peut être intéressant de le démontrer. Donc, en gros, ce qu'on retient, c'est qu'ils sont plus vieux, ils ont plus d'atteintes ganglionnaires, il y a très rarement d'indication à traiter la maladie myéloïde. Les thérapies ciblées, ça marche mieux que l'interféron.
Et ce qui est très rassurant, c'est que contrairement aux données qui avaient été un peu suggérées, on n'a pas l'impression, sur l'inhibiteur de BRAF ou inhibiteur de MEK, qu'il y ait de la progression hématologique plus que ça. Au contraire, on a l'impression que l'interféron alpha, ça fait moins bien. Et ils vivent moins longtemps, mais ça, c'est logique. Voilà. Il y a autant de mutations chez ceux qui ont une néoplasie myéloïde associée que ceux qui n'en ont pas. C'est ce que tu as dit, hein. C'est à peu près 30%. Alors, il y a autant de gens qui ont au moins une mutation détectable. Enfin, non. Ceux qui ont une hémopathie myéloïde associée, ils sont tous mutés. Ils ont tous des mutations additionnelles. Quasiment. D'accord, oui, c'est pour ça que je n'avais pas bien. Parce que j'ai vu un moment 30% des deux côtés, je ne comprenais pas. Non, c'est sur la totalité de la cohorte. En gros, tu as 35%. Si tu fais un IGS myéloïde à un œdème tout venant, tu vas avoir 35% de mutations additionnelles. Et du coup, 20 qui n'ont pas de maladie myéloïde et 15 qui en ont. Deux diapos après, là, c'est ouais, ça. Il y a 30% de tête 2, 31% de tête 2. C'est sur la totalité des mutations en plus. Donc tu peux avoir 4 mutations de tête 2 chez un même patient. C'est juste pour avoir une idée de ce qu'on retrouve. C'est comme ça que c'est présenté dans les... J'ai pas tout compris, mais c'est probablement pas grave. Mais il y a une chose qui, moi, m'avait un peu surpris, c'est qu'on a regardé un certain nombre de vos patients, probablement de ceux qui sont là, en faisant tapestrie sur... Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait deux cas. Il y avait des cas où il y avait des clones TET2, JAK, qui pouvaient acquérir BRAF, et aussi des cas de vos patients où les deux clones n'étaient pas dans les mêmes cellules. Est-ce que ça a un intérêt de savoir ça ? Est-ce que pour vous, ça fait une différence si c'est un clone qui est muté pour différents oncogènes ou si c'est différents clones qui coexistent? Parce qu'on pourrait imaginer qu'au niveau cellulaire, c'est pas la même chose d'avoir plusieurs anomalies génétiques dans un clone que d'avoir plusieurs clones, chacun avec une anomalie génétique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? C'est intéressant. Je ne sais pas ce que ça changerait dans la pratique. C'est intéressant parce que moi, de ce que j'avais compris des maladies myéloïdes dans l'ensemble, c'est que, enfin, de ce que j'avais envie de comprendre, parce que ça a été... Moi, j'avais envie de penser qu'il y avait d'abord une mutation, on va dire, commune, régulateur d'épigénétique, que ça a été montré d'ailleurs dans un papier que j'avais lu il y a un peu longtemps, et que, par exemple, TET2, ça fragilise un petit peu, je ne sais plus quoi, et ça favorise l'acquisition d'une autre mutation plus driver. Moi, je voyais les choses comme ça, mais en fait, c'est pas du tout ça, vu qu'il y a des patients qui ont... Ça existe, mais qui ont que du JAK2 et du TET2, et en fait, c'est des populations très, très polymorphes dans le sang. Il y a tout... Bon, la MMC, j'ai un peu regardé la littérature dessus. Du coup, c'est une maladie sur le plan moléculaire. Si on regarde chaque cellule une par une, en fait, c'est pas. Si on prend les 6000 monocytes, ils sont pas tous ASXL1, TET2, JAK2, NRAS, quoi. Il va y en avoir qui vont en avoir 3, d'autres 2, d'autres 1, d'autres 0. Dans cette espèce de population tumorale qui est très protéiforme sur le plan génétique, quoi. On peut quand même imaginer que le modèle dont tu parlais existe, mais ce qu'on voit, et ce que d'autres voient, c'est que c'est aussi que c'est des clones différents. Et c'est pas la même chose. Enfin, c'est ça que je voudrais... Mais j'arrive pas à l'expliquer. Non, mais est-ce que ça pourrait avoir un intérêt sur la réponse au traitement, par exemple? Une cellule qui a deux anomalies, elle peut répondre différemment à un traitement qu'une cellule qui en a... Ouais. Alors, bon. En même temps, les anti-BRAF marchent. Ouais, c'est ça marche. Donc ça. C'est pas mal. Et pourtant, ça tourne. Et pourtant, elle tourne. Bon, bah écoute, super, hein, parce que c'est... En tout cas, c'est un défi, parce qu'on n'a, nous, absolument pas le même paysage mutationnel chez les enfants. Et on n'a jamais quasiment cette évolution incroyable, quand même, parce que... Bon... Ah oui. Vous avez des patients qui font des maladies hématologiques plus tard? Alors, plus tard, je ne sais pas. On avait mesuré, à un moment, on était à 1% de pathologie hématologique. 1%. Avant ou après les l'histiocytose. Donc, non, c'est pas du tout la même natural history, quoi. C'est vraiment tout à fait différent. Donc,
Pourtant, ça suggère quand même, avec toutes ces anomalies clonales, qu'il y a une espèce de terrain. En tout cas, il y a quelque chose qui derrière fait que... Parce que c'est à la même tranche d'âge, entre guillemets, une personne saine n'a pas du tout le même paysage mutationnel, quoi. Ceux-là sont à risque quelque part, de muter facilement, quoi. Non ? C'est pas tellement de muter, c'est plutôt d'expandre leurs clones. Ok. En fait, ils l'ont tous. Si on, comme disait Frédéric Geisman, si on les séquence avec une profondeur de 40 milliards, ils ont tous toute la Terre a toutes ces mutations qui cherchent à s'exprimer, quoi. Enfin, moi, je vois les choses comme ça.